Sud Radio, édition spéciale. J'allais dire c'est logique, ça se poursuit, on a des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles. Bon là, c'est pas des très bonnes nouvelles. Mais les prochaines seront bonnes. Les prochaines seront bonnes, espérait encore Bernard Tapie il y a peu. Bernard Tapie qui nous a quittés aujourd'hui à 78 ans, on l'a appris par sa famille. Sud Radio édition spéciale. Bernard Tapie qui nous a quittés, qui aura eu 1000 vies, 1000 carrières, marqué la politique, le monde des affaires. Il aurait été l'un des premiers d'ailleurs à avoir un pied dans les deux mondes, même en même temps. Il a marqué la ville de Marseille et son club, l'Olympique de Marseille, qu'il a porté sur le toit de l'Europe en 1993. Bernard Tapie, homme de médias, homme de télé et homme de presse. Bonjour à vous, François-Olivier Gisbert. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous êtes éditorialiste. Vous avez été il y a peu directeur éditorial du journal La Provence, dont Bernard Tapie était l'actionnaire. C'était un homme de presse. C'est un homme qui a marqué Marseille profondément. Absolument. Je pense qu'il aimait Marseille. Il aimait Marseille, Bernard Tapie. C'était ça, vraiment. Il était Marseillais pour moi. Oui. Ville d'adoption, justement, il a demandé d'ailleurs, il a souhaité y être enterré. Il n'était pas de Marseille, c'était un homme des médias aussi, et pas seulement lorsque vous l'avez connu à la Provence. Il a marqué quasiment toute votre carrière de journaliste. Oui, en fait, il voulait habiter Marseille. S'il n'y avait pas eu la maladie, il s'installait à Marseille. Il s'installait ou à Aix-en-Provence. Enfin, il hésitait, il voulait un grand jardin. C'est ça. Et ça n'a pas pu se faire à cause de la maladie. À cause de la maladie qui est arrivée en 2017. Mais en fait, ce qui était frappant, moi, avec Bernard Tapie, c'est que quand il parlait de Marseille, il disait nous. C'est ça. Il était devenu Marseillais. On a les meilleurs services médicaux du monde, etc. Enfin, c'était un Marseillais. Ouais. Enfin, ce qu'on retiendra surtout de Tapie, vous aviez raison, vous parlez tout à l'heure des 1000 vies. Moi, je dirais peut-être 10, 20 vies, mais il y en a beaucoup plus qu'on croit. Ouais. C'est-à-dire, quand on regarde cette espèce d'incroyable curriculum vitae, où il a fait tout et son contraire, chef d'entreprise, il a été chanteur, il a dirigé un club de foot, il a dirigé une équipe de cyclisme, il a été chef d'entreprise il a dirigé toutes sortes d'entreprises. Et en fait, il n'a jamais fait carrière. Et vous voyez, on dit, c'est pour ça d'ailleurs, moi, ce qui me frappait beaucoup, c'était les pires périodes de sa vie où j'ai connu au fond du trou après un échec judiciaire, par exemple, dans une affaire judiciaire. Et il disait toujours, ah oui, mais j'ai quand même une belle vie, non. C'est-à-dire, il ne se plaignait jamais. Vous voyez, il a eu une vie extrêmement riche. Vous disiez qu'il aimait Marseille, qu'il était Marseillais de cœur. La seule chose qui lui aura manqué, c'est l'accent marseillais qu'il n'a jamais pris, en fait. Non, mais vous savez, l'accent marseillais ne se prend pas. Moi, je vis à Marseille depuis longtemps. Vous n'y arrivez toujours pas, vous non plus? Non, je dois un vieux fond d'accent normand, peut-être. Oui. Mais non, c'est ça. Non. Et lui, mais il n'avait pas l'accent de Titi, par exemple. N'oubliez jamais, parce que ça, s'il revient toujours sur Tapie, il y a ça aussi. Mais c'est peut-être le plus important aussi. C'est le combattant, c'est le guerrier, c'est la personne qui ressuscite sans arrêt, qui meurt. Le boxeur, il a fait de la boxe, il a fait beaucoup de sport, dans sa vie, mais c'est le boxeur qui est jamais KO, c'est-à-dire il remonte toujours sur le ring, mais jamais il acceptera de rester par terre, et c'est pour ça que son dernier combat c'était terrible parce qu'il supportait pas l'idée d'échouer. Vous voyez, il avait besoin toujours, parce qu'il repart à l'attaque, de se relever et de repartir sur le ring. Ce sera ma dernière question, François-Olivier Gisbert. Il a marqué aussi toute votre carrière de journaliste, homme de télé, notamment Bernard Tapie. Quel moment de télévision vous retiendrez le plus, ou en tout cas en premier? Les moments de télévision, ce qui est vrai, c'est que la période où il a beaucoup marqué la France, c'était avec l'émission Ambition. Ouais. Où moi, ce qui me frappe, c'est que des chefs d'entreprise, par exemple comme Xavier Niel, le patron de Free, qui a des grands chefs d'entreprise français, mais d'autres comme Simoncini ou Grandjean, sont des gens qui vous disent j'aurais pas vu Ambition, je me serais pas lancé dans l'entreprise. C'est ça. Pourquoi? Parce qu'il en parlait comme quelque chose d'extrêmement ludique et amusant. Donc il a suscité des vocations. Après, moi, c'est vrai que les grands moments pour moi de Bernard Tapie, ceux qui m'ont peut-être le plus ému, c'était quand il dirigeait l'équipe de la Vie Claire, Tour de France, vous vous souvenez, et que c'est la
dernière fois d'ailleurs que la France a revêtu, a gagné un Tour de France sous les couleurs de Bernard Tapie de la Viglière, c'était Bernard Hinault, vous vous souvenez? Tout à fait. Et là, on avait vraiment le visage d'un gagnant. La réussite à la française, c'est vrai. Et puis une autre image aussi, bien sûr la plus forte, ça c'est l'image marseillaise bien entendu, c'est quand l'OM a gagné la coupe et qu'il y avait une espèce de petite gêne, vous vous souvenez sans doute, je ne sais pas si vous vous souvenez ces images où on avait l'impression, enfin il s'est précipité pas sur la coupe, c'est vraiment sur tous les joueurs qui sont précipités sur lui et qui lui ont donné parce qu'ils considéraient que voilà, il faisait partie de la victoire, mais il y a toujours chez lui une forme de pudeur. C'est pour ça que quand je faisais mon bouquin avec lui, j'ai bien vu que il était gêné de lire tout ça, il n'aimait pas que je fouille dans sa vie, que je raconte des histoires. C'est pour ça, effectivement. Merci beaucoup Franz-Olivier Gisbert d'être intervenu sur Sud Radio pour rendre hommage à Bernard Tapie que vous avez longuement connu, notamment au journal La Provence, mais pas seulement. Restez sur Sud Radio, chers amis, édition spéciale. Nous sommes ensemble pour 1 heure. Dans un instant, nous allons parler justement de Bernard Tapie, l'homme de l'Olympique de Marseille, celui qui a porté l'OM sur le toit de l'Europe. À ce stade, c'est le premier à avoir réussi ça et c'est toujours le dernier. À jamais les premiers, disent les Marseillais. On sera avec eux dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, édition spéciale. À jamais les premiers, disent les supporters de l'Olympique de Marseille depuis 1993. C'est lui, Bernard Tapie, qui a porté le club de la cité phocéenne sur le toit de l'Europe. Premier et dernier à ce stade club à avoir remporté la Ligue des Champions. D'ailleurs, c'était la première Ligue des Champions de l'histoire. Avant, ça s'appelait la Coupe d'Europe des clubs champions. Bernard Tapie nous a quittés à 78 ans aujourd'hui. Et c'est vous dire si l'émotion est extrêmement vive à Marseille. Pour en parler avec moi, Alexandre Priam. Bonjour à vous, Alexandre. Bonjour à tous. Vous êtes membre du service des sports de Sud Radio. On vous retrouvera bien sûr sur Sud Radio dès ce soir. Avec moi également, Ismaël Pruvot. Bonjour à vous, Ismaël. Oui, bonjour. Vous êtes supporter de l'OM, vous êtes aussi responsable au club des supporters des Dodgers, l'un des principaux du stade Vélodrome. Bernard Tapie, que les supporters aimaient et qui était amoureux de ses supporters. Écoutez, il y a quelques années, lorsque vous, Ismaël, et tous les autres supporters, vous lui aviez rendu hommage pour le soutenir dans sa maladie, il avait réagi, il était ému aux larmes. Qu'est-ce que vous voulez ressentir quand vous avez 50 000 mômes qui vous donnent leur amitié, qui vous font un témoignage de leur affection? Ça veut dire que vous avez servi à quelque chose. Vous avez servi à quelque chose, vous étiez de ces 50 000 mômes, Ismaël? Oui, on a été piqué au moment de Bernard Tapie, nous on est la génération. Au moment que Tapie reprend le club, moi j'ai 17 ans. Et aujourd'hui, je suis encore dans le club, encore en train de supporter mon équipe. Et Tapie, c'était un grand monsieur. Et avec un grand charisme. C'est lui qui nous a fait rêver, qui nous fait encore rêver. Jusqu'à maintenant, on n'a pas rêvé comme Tapie. De gagner la Ligue des Champions, le championnat de France. Il avait tellement un grand charisme pour parler. C'était un monsieur, voilà, c'était un boss. Et chez nous, on l'appelle le boss. C'est ça. Il y en a pas un autre. Quand Tapie parlait, il était écouté. Il était écouté et surtout on se souvenait de ce qu'il avait fait. Comment il avait fait, Alexandre Priam, justement, puisque c'est le seul à avoir réussi à ce stade, président de club français, à avoir porté un club sur le toit de l'Europe. Comment il a réussi? C'est son talent, c'est son génie du business. En soi, il a construit une équipe taillé pour ça, et quand il perd la première fois en finale en 1990-1991 à Paris, oui. Il touche du doigt vraiment cette coupe aux grandes oreilles, il met tout en place pour y arriver, et tout est parti, il faut le rappeler, de Gaston Defer qui lui demande de reprendre le maire de Marseille. Il lui demande, le maire de Marseille, il lui demande vraiment de reprendre l'OM, il le reprend pour un franc symbolique. Ça paraît fou comme ça. Et derrière, c'est un titre effectivement en Ligue des Champions 1993, 4 titres de champion de France, 1 titre en Coupe de France en 89. Et il a été le plus grand président de l'histoire du football français. Oui, sans aucun doute. Oui, en tout cas, c'est celui qui est arrivé le plus haut. Vous, c'est votre génération, Ismaël, de supporters. Vous l'avez vu surtout le transformer, ce club. C'est-à-dire qu'entre la première année, celle où il arrive et il le reprend pour un euro symbolique, et 3 ou 4 ans après, ça n'avait plus rien à voir, et pas seulement l'équipe. Mais non, le public, tout ça, bon, à Marseille, il y a toujours eu des grands moments. Mais pour tenir ce club-là, il faut un grand monsieur. Ouais. Et proche du club.
Lui, c'était un grand monsieur, il était proche du club. C'est pas de prendre l'OM en distance aujourd'hui, comme les gens ils gèrent l'OM, ils sont en Amérique là-bas, ils sont pas proches du club. Lui, il aimait le club, il aimait la ville de Marseille. Marseille, il faut être fort pour récupérer ce club-là. Et lui, il avait une vision, je peux vous le dire moi, et tous les supporters le savent, il avait une vision de 10 ans d'avance sur les autres. 10 ans d'avance en tout cas, et pour l'instant on pourrait même dire 29 ans d'avance, puisque pour l'instant personne n'est arrivé à ce sommet. Comment vous expliquez que vous l'ayez adopté si facilement et qu'il soit tombé amoureux de votre ville aussi facilement, Ismaël, alors qu'il n'était pas marseillais, Bernard Tapie? Mais en fait, il aimait cette ville-là. Moi, je me rappelle, j'étais gamin et je suis du 9e arrondissement. Ouais. Du 9e arrondissement. Il a voulu se présenter maire. Et vous savez, c'était la Caillole. Ouais. Et c'était difficile à s'imposer. Et je me rappelle, j'étais tout gamin quand il est venu s'imposer dans la mairie de Marseille. Il venait déjà prospecter. Tout le monde l'aimait déjà. Il savait faire. Il prenait des ballons, il distribuait les ballons dans le quartier et tout ça. Il savait faire. Il savait faire. Qui c'est qui va au contact de la population? C'est beaucoup plus difficile en tout cas, et c'est vrai que les temps ont changé. On va reparler. Les temps, ils ont changé. Ouais. Et je vous garantis que nous, on va ici y faire encore une plus belle hommage encore. J'imagine avec tous les supporters de. Faire quelque chose pour lui. Ouais. D'autant plus que Bernard Tapie a demandé, c'est ce que sa famille a fait savoir, à être inhumé dans la ville de Marseille. Lui qui n'y était pas né, en tout cas qui n'en était pas. Alexandre Priam, c'est quelqu'un qui savait faire, c'est quelqu'un qui poussait son club. Et pour vous, il n'y a pas d'autre président de club à son niveau depuis? Non, pour moi, il n'y en a pas. Alors, il y en a un qu'on pourrait mentionner, un certain Jean-Michel Aulas. L'histoire est quand même assez hallucinante. C'est que c'est Bernard Tapie qui conseille alors à l'Olympique Lyonnais de prendre Jean-Michel Aulas en tant que dirigeant. Donc, il y a une certaine histoire et je trouve que les deux se rapprochent beaucoup. Et quand on parle des deux plus grands présidents de Ligue 1 de l'histoire, je pense que les deux noms qui viennent en tête, ce sont Jean-Michel Aulas et Bernard Tapie. Ouais. Ils étaient liés d'une certaine façon tous les deux. En tout cas, il y avait un respect entre les deux, ça il faut le souligner, parce que les relations entre les deux clubs ont souvent été difficiles, pas seulement entre les supporters, mais je ne crois pas avoir entendu une seule fois d'ailleurs Bernard Tapie critiquer Jean-Michel Aulas, ou le contraire. Ismaël, je crois que vous confirmez? Ouais, nous, je sais que ça ne va pas faire plaisir à tous les supporters, mais Aulas, c'est un grand président. Voilà, moi je vous le dis, on le sait, nous les responsables de club, les supporters, Aulas, c'est un grand président. Et c'est l'élève à Bernard Tapie. C'est Tapie qui l'a mis en place. C'est Tapie qui a mis cette relation-là pour reprendre de Lyon, tout ça. On est au courant de ça. Mais la nouvelle génération, non. Mais nous, de notre époque, on le sait. Vous avez vu changer. C'est comme la rivalité qu'il y a que Paris Saint-Germain, c'est exactement pareil, quoi. Et vous avez connu aussi, et c'était le contexte quand Bernard Tapie arrive à l'OM, la rivalité avec les Girondins de Bordeaux dirigés par Claude Bèze, puisque c'est eux qui dirigeaient, qui dominaient le championnat de France au début des années 80, dans les années 80 quand Tapie arrive, et ensuite l'OM non seulement supplante Bordeaux, mais en plus leur pique Alain Giresse, quoi. C'était le seul à pouvoir faire ça. C'est ça. Ça, c'est des anecdotes, c'est des grandes histoires qui fait partie de notre club. Et honnêtement, aujourd'hui, on a perdu un grand monsieur. Moi, je l'admirais quand il parlait sur des émissions de télé, tout ça. Moi, je l'admirais. Il avait un tel charisme que c'est dur à retrouver un bonhomme comme ça. Merci beaucoup Ismaël Pruvot d'être intervenu. En plus, j'imagine que vous êtes ému comme tous les Marseillais d'ailleurs qui nous écoutent sur Sud Radio, tous les supporters marseillais qui ont perdu un membre de la famille. Membre de la famille. On surveillera évidemment. J'imagine qu'il y aura une énormité d'hommages, notamment des supporters, pas seulement dans le stade Vélodrome, dans la cité phocéenne. Merci beaucoup. Bon courage à vous Ismaël Pruvot. Je rappelle que vous êtes supporter évidemment et responsable du club des supporters des Dodgers. Alexandre, vous vouliez intervenir? Oui, on parle beaucoup de football et c'est bien normal, mais juste un tout petit aparté pour vous dire quand même que Bernard Tapie a aussi été un patron d'équipe de cyclisme. Il a remporté le Tour de France avec Bernard Hinault, Greg LeMond en 85-86. Il a aussi racheté un immense bateau qui s'appelait le Fossé
l'OCA, avec lequel il a fait le record du monde de la traversée de l'Atlantique. C'était un passionné de sport, vraiment un extrême passionné de sport dans tous les sports, même en tennis avec la raquette d'André Agassi, la raquette Donnet qu'il avait rachetée. Voilà, enfin, des histoires absolument extraordinaires, mais c'est le football évidemment qui le guide aujourd'hui. Homme de sport, homme de foot, homme d'affaires aussi. Et on en parle également avec Christophe Bouchet qu'on accueille. Bonjour à vous Christophe Bouchet. Bonjour. Vous êtes ancien président de l'Olympique de Marseille de 2002 à 2004. Vous avez publié plusieurs ouvrages. Il fallait en publier plusieurs sur Bernard Tapie. Il avait plusieurs carrières, plusieurs vies, on l'a dit. Tapie, homme d'affaires, et Olympique de Marseille, les années Tapie. Tiens, à brûle pour point, lequel des deux vous retenez en premier, vous, Christophe Bouchet ? Moi, je retiens l'itinéraire, je retiens la carrière. Je fais pas de. Alors, évidemment, j'ai un miroir assez déformant parce que je le connais depuis 86. J'ai écrit 2 livres sur lui, donc je peux pas vous dire, mais on voit bien émerger ce matin que l'homme est intimement lié à Marseille finalement, intimement lié à l'OM. Donc c'est une partie, mais. Vous savez, Tapie, d'abord, c'est une vie française. C'est depuis la fin des années 70, début des années 80 jusqu'à maintenant, c'est une incarnation de la société française et de ce qu'elle nous dit. Et c'est lui qui souvent mettait les mots les plus justes sur ce qui se passait. Que ce soit dans les années 80, au moment de cette espèce d'explosion autour de l'économie, avec d'autres grands capitaines d'industrie qui sont nés à ce moment-là, Bernard Arnault, François Pinault, etc. Oui, c'est cette génération. Oui, c'est cette génération. En plus, après, c'est la génération du foot, ces années 90, et avec évidemment Point d'orgue 1993. Et qui, 93, déjà marque aussi un point d'inflexion important. C'est effectivement le titre de l'OM en Champions League, mais c'est aussi l'affaire VAOM simultanément. Ça fait... Et on va avoir on sait qu'on ouvre une période avec Bernard Tapie, mais pas que lui, loin s'en faut, une période de la République des juges. On voit que la société se judiciarise beaucoup plus. Et c'est vrai qu'il en fera les frais, et notamment sa carrière politique en fera les frais. On sera d'ailleurs amené à y revenir. On a le sentiment, tiens Alexandre Priam, vous êtes toujours avec nous du service des sports de Sud Radio, que le football français est en déclin depuis les années Tapie. En tout cas, les clubs français, pardon. Oui, peut-être les clubs français, effectivement, par leur exposition. C'est vrai que l'OM, au début des années 90, l'OM est sur toutes les bouches en Europe. Alors aujourd'hui, il y a le Paris Saint-Germain, mais c'est différent. Je pense que la façon de créer ce Paris Saint-Germain aujourd'hui n'a absolument rien à voir avec ce qu'a fait Bernard Tapie. Et Bernard Tapie n'a pas eu besoin d'1 milliard d'euros pour créer cette équipe. Non, mais parce que Bernard Tapie, il donnait envie, j'ai l'impression, et monsieur le président de l'Olympique de Marseille peut-être confirmera, qu'il donnait envie aux joueurs de jouer pour ce maillot, en fait. Et ça, c'est quand même quelque chose de fort. C'est-à-dire qu'on n'était pas seulement dans le spectre de l'argent, on était aussi dans le spectre de la passion. On donnait envie aux joueurs d'être passionnés pour ce maillot. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pratiquement plus aujourd'hui dans le monde du football moderne. On était proche de ces joueurs, vous confirmez, Christophe Bouchet ? Alors, pourquoi en fait, tout le monde cherche à savoir pourquoi ça ne s'est pas reproduit. Parce que l'OM a été champion, a gagné la Champions League en 1993, et qu'en 1994, il y a eu une déflagration dans le monde du football qui s'appelle l'arrêt Bosman. Voilà. Où tous les joueurs pouvaient jouer dans n'importe quel club en Europe. Or, Bernard Tapie, il a réussi. Pourquoi il a réussi ? Parce qu'il avait réussi à Marseille à attirer les meilleurs joueurs français. Il a failli attirer Maradona aussi. À l'époque où c'était possible. C'est-à-dire, vous pouviez avoir la meilleure équipe française, comme Saint-Etienne l'avait eu, comme Marseille l'a eu, etc. Et puis, c'était la déflagration en 1994. Tous les bons joueurs français, tous les grands joueurs français sont partis. Et les clubs français, en contrepartie de ça, n'ont pas pu, eux, attirer les grands noms étrangers. Donc en 1994, tout d'un coup, le football français s'est effondré, a implosé. Et c'est pour ça que ça ne s'est jamais reproduit. Et vous l'avez signalé avec une douce ironie que je partage. Aujourd'hui, même si on arrive à mettre 1 milliard d'euros sur la table, on ne fait pas mieux. Donc, mais il avait réussi aussi. Et ça veut dire que son parcours, pardonnez-moi Christophe Bouchet, son parcours à l'OM, ce serait plus possible, en tout cas de la manière dont il l'a fait. Non. À moins d'1 milliard, c'est pas possible, quoi. Non, mais c'est plus, les temps ont changé. On l'a bien vu quand Bernard Tapie est revenu en 2001-2002, ça a été un fiasco.
Parce que quand vous achetiez un joueur je suis désolé pour l'OM de l'époque, mais de deuxième zone, en tous les cas, pas de premier désir de l'époque. À l'époque, quand Bernard Tapie a fait son équipe, vous aviez les meilleurs joueurs sur le terrain. Et il en trouvait aussi, ça c'était un autre aspect. Par exemple, il en trouvait, Chris Waddle, qui n'a pas été champion d'Europe, qui était exceptionnel, il avait un flair. Oui, c'est une époque où vous pouviez vous concentrer sur un ou deux joueurs étrangers parce que vous n'aviez pas le droit d'en avoir plus. Enfin, pas plus de 3. Et c'est vrai que dans cet exercice-là, il a fait émerger notamment Chris Waddle, c'est la principale émergence. Les autres étaient beaucoup plus connus. Je parle de Rudy Fowler ou d'autres joueurs comme ça qui étaient qui avaient une notoriété et un palmarès impressionnant. Et un ballon d'or français aussi, qui était l'attaquant Jean-Pierre Papin. Christophe Boucher, revenons sur l'homme d'affaires. Est-ce que c'est le premier pour vous à être passé des affaires à la politique ou à avoir fait les deux en même temps ? Non, vous savez, c'est une histoire française. Mais il a avec d'autres, à la fin des années 70, au début des années 80, quand l'économie française était avancée de façon pénible, il a su mettre en musique la reprise d'entreprise. Il avait une martingale qui était d'ailleurs très, très intelligente, c'est-à-dire pour lui, la marque d'une entreprise était plus forte que sa valeur réelle. Et il se disait, si j'arrive à restaurer, si je prends la marque, j'arriverai à restaurer derrière une économie derrière cette marque. C'est ce qu'ont fait plusieurs de ses collègues. Je citais tout à l'heure Bernard Arnault, François Pinault, Vincent Bolloré. Voilà, ils ont réussi à faire la même chose, c'est reprendre des sociétés qui allaient mal. Et surtout, il a fait avec Look, monsieur. Il a réussi l'exploit de faire aimer l'entreprise. Et de faire aimer son entreprise. Alexandre ? Oui, il l'a fait avec Look. Il reprend Look pour un franc symbolique et il la revend 260 millions de francs à l'époque. Et puis la marque de tennis donnait aussi un franc symbolique qu'il revend quelques années après pour 100 millions. Donc c'est vrai qu'il a créé de la valeur à partir d'un franc symbolique en s'appuyant sur la marque et son historique. Et en tout cas, c'est vrai qu'il est aussi indissociable d'ailleurs des marques qu'il a reprises, des entreprises qu'il a reprises. Restez avec nous, Christophe Boucher, Alexandre Priam, Sud Radio, édition spéciale. On revient sur la disparition de Bernard Tapie, onde de choc à Marseille, ville qui l'a profondément marqué, mais aussi onde de choc sur le pays, parce que Bernard Tapie, c'était toute une époque. C'était une époque économique, une époque sportive, et puis une époque politique. On va en parler aussi de la politique avec nos invités. On est ensemble encore pour une demi-heure sur Sud Radio. À tout de suite. C'était les années Tapie. C'était le combat contre le Front National à l'époque, puisqu'il s'appelait ainsi, le combat de Bernard Tapie. Bernard Tapie qui nous a quittés aujourd'hui à l'âge de 78 ans des suites du cancer contre lequel il se battait avec acharnement depuis plusieurs années. Nous sommes en direct pour une émission spéciale, édition spéciale sur Sud Radio, et avec moi André Berkoff dans tous ses états que nous retrouvons sur Sud Radio, mon cher André. Bienvenue à vous. Berkoff dans tous ses états, on aurait pu dire aussi Tapie dans tous ses états à l'époque. Oui, tout à fait. Il se battait surtout contre tout, sur énormément de choses. Et c'est vrai qu'il y avait cette histoire du Front National. Et je dois dire que Jean-Marie, c'est intéressant de le savoir. C'est à la suite de cette lutte, de ce pugilat avec Jean-Marie Le Pen, que Mitterrand avait vu ce pugilat et avait demandé à voir Tapie, et il avait rencontré Tapie, et c'était à la suite de cela que la carrière politique de Tapie a commencé, parce que Mitterrand l'a encouragé à se présenter aux législatives, et la suite, on la connaît. C'était un débat qui est resté dans les annales de la télévision française et aussi de la radio. Tiens, on va l'écouter. C'était musclé, hein. Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Mais c'est pas parce que vous avez une grande gueule et que vous criez fort que vous arrivez... Poli, mais monsieur. Je peux pas être vous êtes sorti des bas-fonds, on le sait, vous soyez poli. Vous avez dû apprendre à parler. La seule différence, c'est que c'est pas parce que vous affirmez fort quelque chose que ce que vous dites est vrai. Parce que vous dites n'importe quoi. Il est clair que vous vous détestez, on s'en est rendu compte. L'étripage est terminé, on va maintenant parler de l'immigration. Il n'y a plus de raison qu'il fasse chauffer ses meetings en donnant des musulmans à manger aux fanatiques du Front National.
C'était musclé. Et on a soupçonné qu'il risque d'en venir aux mains, André Berkoff, après ce premier débat que vous entendiez. On a même prétendu que Bernard Tapie, pour la première fois, avait eu une certaine forme de peur physique sur le plateau. Est-ce que c'est vrai ou ça c'est un fantasme? Non, je crois pas. Non, je crois pas. Je crois qu'à un moment donné, vous savez, Paul Amar avait essayé de faire un nouveau débat en mettant des gants de boxe sur la table. Ça avait été très mal pris, effectivement. Non, je crois pas, honnêtement, je crois pas qu'il y ait eu peur ni d'un côté ni d'un autre, d'ailleurs. Jean-Marie Le Pen n'avait pas peur, Tapie non plus. Non, mais Tapie avait gagné simplement là, laissons de côté le fond et les arguments, ça on peut en discuter, avait gagné ses galons de débatteur. Parce que, encore une fois, Jean-Marie, il faut le rappeler, plusieurs ministres avaient refusé de débattre avec Jean-Marie Le Pen en disant, comme c'était un bout-up, il allait nous troncer, et Tapie l'a fait. Et encore une fois, ça a déterminé en partie sa future carrière politique qui n'a pas duré effectivement très longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, ça s'est mal fini. Revenons sur le fond. Vous en parliez à l'instant, André Berkoff. Bernard Tapie était un adversaire acharné du Front National. Pourquoi ? Écoutez, à l'époque, Bernard Tapie se revendiquait de gauche. N'oubliez pas que ce sont les années 80-85, ça. Alors, il se revendiquait de gauche et à l'époque, le Front National, c'était vraiment le repoussoir. C'était, si on se disait de gauche, il fallait être contre le Front National. Là aussi, on peut se dire que 35 ans après, on voit que beaucoup des arguments de l'époque du Front National sont repris par beaucoup de gens, y compris au centre, etc., pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Ce que je crois, effectivement, c'est qu'à l'époque, Tapie était tout à fait initialement... Vous savez, son père était communiste. Son père était communiste. Lui, non, jamais. Mais lui était, effectivement, se sentait très, très, très proche de la gauche. Et à l'époque, effectivement, il faut se rappeler que... Jean-Marie Le Pen avait eu sa première grande émission à l'heure de vérité. C'était la première fois sous l'impulsion de Mitterrand, d'ailleurs il faut le dire. Mitterrand était un très très grand joueur de poker. Il avait à la fois imposé à François Virieux et à Antenne 2 de l'époque la présence de Jean-Marie Le Pen à une émission de très grande écoute et il avait lancé SOS Racisme dans la foulée. C'est ça. C'était l'équilibre, là. L'équilibrisme mitterrandien. Alors, vous avez dit que beaucoup de choses avaient changé depuis les années 80 et notamment le rapport à l'extrême droite ou alors même à l'immigration. Sauf que André Berkoff, en revanche, les idées de Tapie, elles n'avaient pas tant changé que ça. Écoutez cet extrait d'une émission sur Paris Première où là, Bernard Tapie débattait avec un certain Éric Zemmour. Je ne crois pas que ce que m'apporte Jamel, c'est économique. Ce que m'a apporté Yannick Noah, c'est pas économique. Tous ces gens qui font la richesse, parce que la multiplication des cultures, des origines et des gens, excuse-moi, ne dis pas ça, parce que c'est de la connerie. Je voudrais que tu sois avec ta sucette bleu, blanc, rouge jusqu'à la fin de tes jours. Multiculturel. La sucette bleu, blanc, rouge jusqu'à tes derniers jours, il n'avait pas changé. Ouais. Non, mais Tapie avait une tchatche extraordinaire. Tapie avait quelque chose, et c'est ça qui a fait sa popularité, c'était qu'il parlait, vous savez, encore une fois, il n'aimait pas beaucoup Trump, mais moi je le compare beaucoup à Trump du point de vue de la tchatche. Vous savez, ces gens qui parlent de façon extrêmement claire, extrêmement précise, et qui donnent de façon simple, et qui ne cherchent pas, comme beaucoup de politiciens, à avoir un langage châtié, ou un langage... Lui, il disait ce qu'il pensait. Alors, on peut être pour, on peut être contre, on peut estimer qu'il disait aussi des conneries, comme tout le monde d'ailleurs, mais il était extrêmement cash. Et c'est là qui a fait sa popularité, c'est clair. Un éléphant dans un magasin de vieilles porcelaines politiques, en tout cas, c'est ce qui avait marché. Pourtant, ça s'est mal terminé politiquement, et c'était dû à quoi pour vous? Qu'est-ce qui a fait que la chute a été si brutale après une ascension aussi fulgurante, André Berkoff? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, Tapie était un homme seul. Ça a l'air bizarre de dire ça, ça ne l'est pas du tout. Il était extrêmement populaire, mais complètement seul. Parce que pour être dans la politique, il faut tisser des réseaux. Regardez son maître à penser Mitterrand. Sauf que son maître à penser Mitterrand, il n'a pas du tout suivi ça. Mitterrand s'est forcé pendant des années et des années avec des réseaux complémentaires, parallèles, quelquefois hostiles. Mais voilà, tandis que Tapie, au fond, qu'est-ce qui s'est passé? C'était, vous savez, comme dans les dessins animés, type qui court, et puis regarde, il y a le vide. C'est vrai. Et c'est ça. C'est-à-dire qu'enfin, le seul truc qu'il avait, c'était Mitterrand. Et quand Mitterrand, à la fin de sa vie, il a plus le pouvoir qu'il avait, c'était fini pour Tapie.
C'est ça. Tapie n'avait pas d'allié. Donc le seul protecteur pour vous de Bernard Tapie à l'époque, c'était François Mitterrand. Et peut-être que ce sera ma dernière question pour vous, André Berkoff, parce que vous avez connu les deux, François Mitterrand et Bernard Tapie, très bien, et de manière assez proche. Les deux se ressemblent absolument pas. Alors comment ils ont fait pour s'entendre à ce point-là ? Mais parce que Mitterrand, qui est encore une fois le Florentin, le maître de ce point de vue de la stratégie, beaucoup plus que Tapie, a su ce qu'il pouvait faire avec Bernard Tapie. Et quand il s'agit, rappelez-vous aux Européennes, de flinguer Rocard, il a fait. Bernard Tapie a fait sa liste et il a flingué Rocard et ça a tué, il faut le dire, la carrière politique de Rocard. C'était terminé. C'est-à-dire que, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais que on peut dire que Tapie, grâce à Mitterrand, a été ministre de la Ville, sauf qu'il a perdu Adidas, et Mitterrand a instrumentalisé Tapie comme il a instrumentalisé admirablement et avec beaucoup de talent, beaucoup de gens. Merci beaucoup André Berkoff de vous être souvenu avec nous. On vous retrouve demain à midi, de midi à 14h sur Sud Radio comme toute la semaine dans tous vos états. Évidemment, Sud Radio, édition spéciale. Nous sommes encore pour quelques dizaines de minutes et avec nous sur Sud Radio, Renaud Muselier qui nous a rejoint, président de la région Sud. Bonsoir à vous Renaud Muselier. Bonjour à vous. Vous êtes Marseillais d'abord, avant tout, pour une fois. Et Marseille a perdu une figure qui était peut-être la figure marseillaise la plus connue, alors même qu'il n'était pas de Marseille à l'origine. Vous savez, le Gaston Defferre n'était pas de Marseille. C'est vrai aussi. C'était un maire qui restait longtemps dans la ville. Mais les Marseillais savent aimer ou adopter ceux qui aiment et qui aiment la ville et qui savent la représenter. Oui. Bernard Tapie, ici, c'est une icône. Et Marseille est frappé de plein fouet. Vous allez avoir, dans les heures qui viennent et les jours qui viennent, incontestablement et vraisemblablement, des témoignages d'amitié et d'affection pour Bernard Tapie qui sont très émouvants. Bernard Tapie a fait gagner la France, a fait gagner l'OM. C'est ça. Et ça, forcément, il a amené l'image du vainqueur, du gagneur. Et donc, comme nous sommes déjà un peu atypiques, parce qu'on est un peu rebelles, un peu différents, bien entendu, des Parisiens, ben, lui, il a su mettre en valeur cette différence et nous faire gagner. Et faire gagner le foot français. Donc, c'est le foot que vous retiendrez, que les Marseillais retiennent en premier. En tout cas, c'est vrai qu'ils étaient sur le toit du monde grâce à Bernard Tapie. Parlons un petit peu de la politique, l'héritage politique de Bernard Tapie. Vous qui êtes un homme de droite, Renaud Muselier, on sent quand même une certaine forme d'émotion pour cet homme qui était pourtant de la gauche. Vous savez, Bernard Tapie est un grand ami personnel depuis longtemps. C'est un homme avec qui nous avons toujours combattu contre le Front National et le Rassemblement National. Et dans ces dernières élections qui viennent d'avoir lieu, il s'est manifesté très clairement, publiquement, en vidéo, pour me soutenir. Et je l'avais très régulièrement au téléphone. C'est un homme qui était fort dans ses convictions, très déterminé, et qui soutenait ses amis. Et en plus, si ses amis étaient contre le front, alors là, il y mettait tout son cœur. Et donc, Bernard Tapie, il a une carrière politique un peu complexe quand même, parce que il avait été vu par Gaston Defferre et la gauche, qui ont voulu le manipuler, je pense. Et lui, il est difficilement manipulable. Bon, donc, il a pris son indépendance politique et en tout cas, il a mené un certain nombre de combats, notamment pour Marseille, pour la région contre le Front National, que je ne suis pas prêt d'oublier. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'il aurait pu être maire de Marseille, d'après vous ? Bien sûr. Il aurait pu être maire de Marseille, il aurait pu avoir des responsabilités plus importantes au niveau national. Il y a même à l'époque des photos de lui en tant que président de la République. Donc c'était une personnalité qui était quand même vraiment impressionnante. Il était capable de tout faire. C'est ça. Le sport, l'artiste, la culture et bien entendu la politique. Et donc il y avait un côté populaire, une capacité d'expression que tout le monde comprenait, avec un esprit de synthèse assez exceptionnel et des phrases de choc. Peu d'hommes politiques ont tout ça dans leur bagage. Et c'est ça, et un caractère, il faut le dire quand même, assez musclé aussi. Nombre de journalistes, et notamment à la télévision, s'en souviennent. Tiens, on peut réécouter aussi cet extrait justement où il n'avait pas peur de quitter le plateau quand ça se passait mal. Plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir. On n'est pas chez le juge d'instruction ici, et ça fait 15 ans que ça vous emmerde, que j'ai raison. Allez, merci beaucoup. Non. Ça va. Mais Bernard Tapie, ça va. Ça va, il n'hésitait pas à claquer la porte. Vous en connaissez d'autres ou pas, des hommes politiques qui ont ce caractère ? Il est plus courageux que les autres, globalement, et plus provocateur.
la classe politique en général est cantonnée dans sa propre famille politique et souvent ça sclérose. Lui, il avait cette liberté, cette indépendance. Qui était cette solitude aussi politique, ce que soulignait juste avant André Berkoff. Cette solitude, parce que justement, comme vous l'avez souligné, c'est un homme de gauche et la gauche l'a trahi. Donc, après, et vous l'avez retenu. C'est compliqué. Moi, je suis un ami personnel de Bernard Tapie et pour moi, il était ni à droite ni à gauche. Quel hommage. Et il était marseillais et il me soutenait. Et il vous soutenait en tout cas. Quel hommage la région Sud rendra à Bernard Tapie ou la ville de Marseille? Pour la ville, il faut demander au maire. Pour la région, nous avons mis déjà en berne les drapeaux de la ville. Je suis en contact avec la famille. J'attends de savoir ce qu'ils veulent faire pour l'inhumation, de façon à respecter la volonté familiale et se mettre derrière eux en soutien. Mais n'oubliez jamais que Tapie, il aimait avant tout la vie, vive la vie. Et donc, on ne doit pas se plaindre. Il était fort, il était puissant, il a montré sa dignité dans son combat jusqu'à la fin. Et cette force-là était absolument nécessaire. Oui, cette force, en tout cas, c'est vrai qu'il avait ému beaucoup de Français, y compris ceux qui ne l'aimaient pas. D'ailleurs, il y en avait aussi, il faut s'en souvenir, et qui étaient assez émus de le voir se battre à ce point-là contre le cancer, quand ils le voyaient réapparaître. Merci beaucoup, Renaud Muselier. Merci à vous. Président de la région Sud, d'avoir pris la parole sur Sud Radio pour rendre hommage à Bernard Tapie. Restez avec nous sur Sud Radio, édition spéciale, la disparition de Bernard Tapie aujourd'hui qui frappe notamment la ville de Marseille comme un coup de foudre. C'est toute une époque qui s'en va. Bernard Tapie qui était aussi un homme de spectacle. Il a été chanteur, il a été comédien, il a été acteur, il a fait de la gym en direct à la télé. On va en parler dans quelques instants avec Jacques Pessis, la mémoire de Sud Radio que vous retrouvez tous les jours dans les clés d'une vie. On en parlera aussi avec une animatrice qu'il avait reçue en direct, Véronique De Villèle. C'était dans l'émission Gym Tonic. Oui, il avait fait ça aussi, Bernard Tapie. À tout de suite. Levez la Sud Radio, édition spéciale. Le générique que vous entendez vous dira peut-être quelque chose si vous étiez assez grand lors des années 80. C'est le générique de l'émission de télé Ambition, celle qui a marqué Bernard Tapie. Il était dedans justement et qui a marqué beaucoup de téléspectateurs. Pour parler de la disparition de Bernard Tapie à l'âge de 78 ans ce matin, on retrouve Jacques Pessis, la mémoire de Sud Radio. Bonjour à vous, Jacques. Bonjour Jean-Marie. C'est vrai qu'Ambition, c'était quelque chose d'étonnant. Ça a duré exactement 1 an. Et c'était les années 80, ce qu'on a appelé les années fric. Et Bernard Tapie, il avait l'instinct de l'époque. Il respirait l'air du temps. Et avec cette émission, il a décidé d'aider les jeunes à fonder leur entreprise, à devenir des hommes de demain. Et il en a formé quelques-uns. Il a créé une école qu'il a fermée en 94. Et l'émission s'est terminée parce que, en fait, le CSA de l'époque, la haute autorité a estimé que ça servait ses ambitions plutôt que celles de la télévision. Et comme quoi, il y a 2 ou 3 petites choses qui n'ont pas tant changé que ça depuis les années 80, Jacques Pessis. Si vous suivez l'actualité politique du présent, Jacques Pessis, il y a quelques heures, quelques jours, vous avez reçu la fille de Bernard Tapie. Elle vous a longuement parlé de son père, du combat pour sa maladie. Elle lui a même d'ailleurs dédié quelques chansons. On l'écoute avec vous. J'y retourne tant que j'ai pas sommeil, ça les gens ne comprennent pas. Sophie Tapie qui a consacré un certain nombre de chansons à son père, l'une d'elles qui s'appelle Le Phénix, celui qui renaît toujours de ses cendres. Elle parle de son père, une émission, Les Clés d'une vie spéciale qu'on pourra réécouter bientôt, Jacques. Oui, en fait, je l'ai enregistré mercredi. Bon, Sophie Tapie, c'est étonnant parce qu'elle a le caractère de son père. C'est une battante comme lui. Bon, on a parlé de Tapie avec beaucoup de pudeur parce qu'on savait que c'était la fin et elle l'a apprécié. Et c'est vrai qu'elle considère que tout ce qu'elle a fait dans sa vie, c'est à l'image de son père. Ouais. Et cette émission, nous allons la diffuser mardi à 21h et dimanche prochain pour rendre hommage à notre façon à Bernard Tapie et à l'artiste. Et à l'artiste qui était Bernard Tapie. Parlons-en de cet artiste. Bernard Tapie qui avait repris cette chanson, justement, c'est celle du blues du businessman. Pour pouvoir faire changer de peau, et pour pouvoir me trouver beau. Quelle voix, Jacques Pessis?
Mais c'était extraordinaire parce que ce qu'on ne sait pas, c'est que Bernard Tapie a voulu au départ être comédien sous le pseudonyme de Bernard Pascal. Ouais. Ça n'a pas marché. Il a fait la connaissance d'Eddie Barclay qui a tout de suite repéré sa tchatche, qui lui a fait faire 2 disques Passeport pour le soleil et un autre qui n'ont absolument pas marché. Il s'appelait Tapie, T-A-P-Y, pardon. Ouais. Et petit à petit, il a continué à faire du spectacle. Il a fait un disque avec Doc Gynéco en même temps, pendant que Doc Gynéco entrait en politique. Ça n'a pas marché non plus. Et après, il a fait un disque avec Didier Barbelivien qui a très bien marché, lui. Ouais. C'était un homme de chanson et de théâtre. C'est ça, homme de chanson, homme de théâtre, homme de télévision, Jacques Pessis. Tenez, écoutez ce passage impromptu de l'homme d'affaires, l'un des plus célèbres de France à l'époque. C'était dans l'émission culte avec Véronique et Davina, Gym Tonic. Le jour où on a mis ma tête. On va l'écouter dans quelques instants. Quoi qu'il en soit, on accueille Véronique de Villèle tout de suite sur Sud Radio. Bonjour à vous Véronique. Bonjour. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous avez marqué des générations et des générations de téléspectateurs. Tiens, on écoute ce passage qu'on a retrouvé, pardonnez-moi Véronique, justement, quand vous aviez reçu en direct Bernard Tapie. Un homme d'affaires connu par Mons et par Vaux qui dirige des tas de sociétés, mais avec une pêche et une forme. Ouais. Et une pêche, et on pouvait dire aussi une stature d'athlète. Il faut décrire un peu les images à la télévision dans Gym Tonic. Justement, il fait de la gym avec vous, Véronique. Absolument. Mais déjà, il faut savoir qu'il était beau comme un dieu. Moi, j'étais folle de lui. Je le trouvais magnifique. Et j'étais très amie, et je suis toujours avec sa femme, Dominique, qui prenait mes cours. Et un jour, quand on était en pleine série d'émissions, on avait beaucoup d'artistes qui venaient. Vous étiez Bernard Tapie. On a dit, mais non, ce serait génial. Et quand il est arrivé avec Dominique, il était superbe dans un jogging, je crois, de mémoire gris. Et nous, on était avec nos couleurs un peu flashy. Il a dit, mais moi, je peux pas être habillé comme vous. On lui a dit, écoute, t'as un coup de peau, on a nos affaires dans notre loge qui sont très larges pour la danse. À mon avis, ça devrait aller. Et quand vous le voyez en vert et en rouge, il est habillé avec mes vêtements de danse. Et là, il était baraqué dans ce juste au corps rouge. Il était absolument magnifique. Et voilà, donc je garde un souvenir incroyable de cette émission. Pour la petite anecdote, on a eu beaucoup d'invités et on en a eu 2 qui ont fait complètement l'émission du début à la fin. C'est Bernard Tapie et le général Bijard. Tous les autres venaient pour la relaxation ou pour faire le jogging du début. Après, ils arrêtaient. Mais c'était fabuleux. Il faut quand même le souligner, les 2. Attendez, Bernard Tapie et Général Bijard, c'est-à-dire le parrain de Dien Bien Phu et de la guerre d'Algérie. De Fort-en-Gueule aussi, c'était le point commun que vous l'auriez reconnu ? Ah bah oui, complètement. Complètement, c'était juste incroyable. Mais Bernard, si on doit le retracer, d'abord c'était l'homme des années 80. Ouais. C'était un rebelle, c'était un guerrier. Il était sportif et toute sa vie était autour du sport. Il faisait du vélo, il faisait de la gym, il s'entraînait, le foot. Moi, je me souviens, il m'avait invité quand il a pris des accords avec Bernard Hinault. Et c'était extraordinaire cette rencontre avec. Il avait un vélo sur scène, Bernard Hinault à côté de lui. Ouais. Tout ce qu'il faisait était quelque chose qui réussissait. C'était franchement, mais j'ai une admiration sans borne pour lui, évidemment, du début de sa vie à ce matin. À ce matin, justement, sa famille qui annonce avec le journal La Provence la disparition de Bernard Tapie à l'âge de 78 ans. Merci beaucoup, Véronique de Villèle, de vous être souvenue. Je me souviens de tout, jamais j'oublierai Bernard, jamais. Ouais, jamais. Ce sera, je retiens son énergie. On dit qu'il a beaucoup d'énergie, mais alors lui, c'était le pompon. Ça, c'est en tout cas ce que tous ceux qui l'ont vu retiendront. Jacques Pessis est toujours avec nous, cet homme de télé. Donc si je récapitule, on parlait quand même d'un homme politique, d'un homme d'affaires, d'un patron de club de sport, d'équipe de Tour de France, qui en plus allait en direct à l'époque à la télévision pour faire du sport. Enfin, c'est quand même assez incroyable. Oui, et celui qui avait vu Tapie, qui avait compris Tapie devant tout le monde, c'est Claude Lelouch. Il y a 25 ans, il lui a proposé un rôle au cinéma en disant « Tu feras une carrière à la Belmondo ». Et Tapie a refusé ce film. Il a tourné ensuite un rôle dans Femme mode d'emploi, mais il a refusé ce rôle. Et plus tard, il me l'a dit un jour, j'ai regretté de ne pas avoir accepté ce rôle. J'aurais fait une autre carrière et j'aurais sans doute eu moins d'emmerdement parce qu'il avait beaucoup d'humour. Alors, on dit tous, beaucoup de journalistes notamment ce matin, mais aussi
aussi ceux qui l'ont connu, l'homme aux 1000 vies. Combien il en a eu pour vous, Jacques Pessis, de différentes? 1000 vies, c'est un peu exagéré, oui. Mais il a tout fait ce qu'un homme peut faire. Il a été acteur, chanteur, homme d'affaires, homme politique, écrivain. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus? C'est difficile, effectivement, comédien. Et il aura marqué aussi le spectacle. Il avait aussi un caractère assez particulier. Il était incontrôlable, notamment sur les plateaux de télévision. Est-ce qu'il y en a qui lui ressemblent aujourd'hui? Aujourd'hui, non. Je pense que c'est un cas unique parce que, bon, en tous France, les hommes politiques sont un peu comédiens, mais lui, c'était un vrai comédien en même temps qu'un homme politique. Un vrai comédien en même temps qu'un homme politique, et puis un homme d'affaires qui se lance dans la politique. Alors, on a plusieurs comparaisons à l'étranger. Silvio Berlusconi, homme d'affaires richissime, qui devient président du Conseil en Italie. Donald Trump, milliardaire, et qui devient président des États-Unis. Est-ce que la comparaison est exagérée ou pas, Jacques Pessis? Écoutez, Donald Trump, il a fait une émission de télévision avant de devenir président, qui était exactement la copie d'Ambition de Bernard Tapie dans les années 80. Cherchez la comparaison. C'est exactement ça. Et quand il disait You're fired, alors c'était un petit peu plus dur quand même, on peut le dire, Jacques Pessis, que l'émission Ambition. C'est-à-dire qu'Ambition a soulevé des vocations. Trump arrivait à les virer quand même, ceux qui ne faisaient pas l'affaire. Oui, mais c'était l'époque de la télé-réalité, ce qui n'était pas le cas dans les années 80 à la télévision française. Donc vous retenez les années 80 en tout cas qui auront été marquées par Bernard Tapie. Vous retiendrez l'homme de théâtre aussi, tous ses rôles? Bien sûr. Tous ses rôles. Il a joué Vol au-dessus de nid de coucou au théâtre de Paris, et à l'époque le rôle devait être attribué à Johnny Hallyday qui avait finalement renoncé. Et c'est devenu un film à Hollywood, et Tapie était extraordinaire sur scène. Il a joué ensuite une autre pièce avec Agnès Soral et avec Natacha Hamel, Un beau salaud, où il était amoureux de 4 femmes en même temps. C'était un vrai vaudeville. Il aurait pu être aussi un grand acteur de comédie. Il aurait pu être un grand acteur de cinéma. On l'a vu aussi dans le rôle d'un policier, d'un commissaire notamment. Le commissaire Magellan, qui a 12 épisodes où il faisait des cascades à la Belmondo. Il ne se faisait pas doubler. Il montait sur les corniches et ça a été un immense succès populaire. Un immense succès populaire. Du coup, qu'est-ce que vous retiendrez dans la culture pour Bernard Tapie? Qu'est-ce qui laissera le plus de traces? Écoutez, je crois que c'est le personnage. Parce que des personnages comme ça, d'abord, ça fait le délice des journalistes parce qu'il est capable de tout. En même temps, il a été un exemple à suivre dans certains domaines, pas dans d'autres. Mais dans cette société où finalement l'originalité n'est plus de mise, il a marqué, il est un exemple de ce côté-là, comme je l'ai dit, à suivre. Merci beaucoup, Jacques Pessis. Alors, restez avec nous, si j'ose dire, Jacques Pessis, puisque dans quelques instants, on vous retrouve à nouveau sur Sud Radio. C'était votre émission Les Clés d'une vie, en compagnie d'un autre invité bien connu des Français, c'est Florent Pagny, le chanteur. Merci Jacques Pessis. Merci à vous Jean-Marie, bon dimanche à tous. Et on vous retrouve aussi en direct à partir de 21h dès ce lundi et mardi en compagnie de la fille de Bernard Tapie, Sophie Tapie, dans Les Clés d'une vie de 19h à 20h. Merci à tous de nous avoir suivis sur Sud Radio. Restez